Essaye aussi de comprendre, c'est finalement la mission pour laquelle vous venez. On le voit beaucoup sur le site internet, moi je vais beaucoup sur le site ou sur l'application, quelle est la mission. Et le même client peut venir pour une mission totalement différente. Il peut être dans une mission où sur le moment, là, il a envie de se faire plaisir, il fait une fête, etc. Il ne va pas forcément, là, être extrêmement sensible au prix. En revanche, il veut de la découverte, il veut de la largeur de gamme, il veut du produit frais, voilà. Et puis vous avez un autre moment où là, il faut faire les courses le plus vite possible, il faut qu'entre l'entrée et la sortie sur le site, si je prends l'exemple, ça prenne 20 minutes tout arrêté. Et puis vous avez encore un autre moment où là, c'est le discount, la promo, le prix, parce que soit on est dans le moment du mois où il faut faire attention à ça, parce que là, on est sur les gros achats sur lesquels on va faire extrêmement attention, on est sur les kilos de lessive, etc. Et donc, en réalité, ce qu'on voit, c'est que c'est le même consommateur, souvent, qui va avoir ces différents moments. Ce qu'il faut, c'est être capable de s'adapter à ça. Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, votre podcast source d'inspiration pour les acteurs de l'innovation. Ce programme est coproduit avec Comexposium pour l'événement incontournable qu'est le One-to-One Retail e-commerce de Monaco. Je suis Cyril Duplessis, acteur du changement dans le digital depuis plus de 20 ans. Je donne ici la parole aux personnalités de notre écosystème en France, qu'ils soient prestataires, annonceurs, marques, retailers ou pure players. Ils sont des acteurs engagés dans leur business et l'innovation fait partie de leur quotidien. Source intarissable d'inspiration, je vous propose une conversation dynamique et sincère pour vous donner accès à leur retour d'expérience, leur vision et leur analyse sur les tendances et les perspectives marché. Depuis juillet 2019, les Digital Doers rassemblent des témoignages uniques et de grande qualité directement accessibles ici même, mais aussi sur les chaînes partenaires. En effet, je produis et anime des chaînes de podcast pour compte de tiers, c'est-à-dire pour des prestataires de services, du retail et du e-commerce. Le concept est simple, inviter un prospect à venir discuter de votre problématique avec un expert maison dans une conversation tripartite. Vous êtes intéressé? N'hésitez pas à me contacter directement sur le site lesdigitaldoers.com ou via LinkedIn. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute, toujours sans coupure. La distribution alimentaire est plus que jamais au centre des débats à cause de l'inflation, bien sûr, mais aussi des changements profonds qu'elle vit depuis quelques années. Le modèle de l'hypermarché, en décroissance certes, reste le format privilégié des Français pour faire leurs courses. Les surfaces de proximité semblent tirer leur épingle du jeu alors que des modèles nouveaux, comme le quick commerce, viennent les challenger. Les drives et les livraisons de courses à domicile sont également des options très prisées par un nombre croissant d'acheteurs. Pour les acteurs de la distribution, entre besoins consommateurs, omnicanalité et technologie, les défis sont donc multiples. Pour en parler, j'ai la chance de recevoir aujourd'hui Élodie Pertuiseau, directrice exécutive e-commerce data et transformation digitale et membre du comité exécutif de Carrefour. Carrefour, qui se définit comme une digital retail company, est un acteur engagé dans ces changements structurels. Avec Élodie, nous allons prendre un peu de hauteur pour parler du marché, de la grande distribution en général, et faire un focus sur les besoins et les attentes des consommateurs. Nous poursuivrons sur la proposition de valeur de Carrefour pour comprendre, entre autres, ce que veut dire Digital Retail Company et de façon plus globale, comment l'entreprise adresse son marché. Comme d'habitude, nous conclurons par le sujet de la relation client. Comment le groupe gère-t-il ses data, son CRM, son acquisition ou encore sa prise de parole sur les réseaux sociaux? Mais avant de commencer, Élodie, peux-tu te présenter en quelques mots? Bonjour, merci de m'avoir invité. Effectivement, je m'occupe du digital, de la data, du e-commerce, de la tech au groupe Carrefour. Je suis rentrée dans le groupe Carrefour il y a 5 ans maintenant, donc ça me permet de commencer à bien connaître ce métier de la grande distribution et ce groupe qui a une culture aussi très forte et très intéressante. Et puis j'ai un parcours avant assez varié. Et d'ailleurs, je pense que c'est en réalité beaucoup la variété de ce parcours qui m'a nourri et qui nourrit mes réflexions et mon inspiration. J'ai un passé d'ingénieur et en fait c'est très utile je crois d'être un ingénieur aujourd'hui dans la grande distribution. Je n'ai pas réalisé ça quand je faisais mes études, mais avoir un background d'ingénieur et une affinité notamment avec tout ce qui est data, tout ce qui est à la fois technique et mathématique, je pense c'est un atout et en tout cas ça drive une partie de ma personnalité et de ma façon de manager. Et puis après ce passé d'ingénieur, j'ai passé, c'est assez, c'est pas si original que ça en France, mais voilà, mais
passé un peu dans la grande distribution. J'ai passé 10 ans dans le secteur public. Parce qu'en fait, l'école d'ingénieur que tu as fait, c'est Polytechnique, si je dis pas de bêtises. J'ai fait Polytechnique, exactement. Et donc, qui est public. Et après, tu rentres assez logiquement, j'imagine, comme beaucoup dans la promo, dans le secteur public. Exactement. Alors déjà, je fais Polytechnique parce que je trouvais que l'image de marque était très sympa. Et puis, il y avait un autre... donc, comme quoi, l'image de marque, c'est important. J'ai choisi des belles marques. Je suis chez une belle marque aujourd'hui, chez Carrefour. Et j'ai aussi choisi Polytechnique parce qu'il y avait le service militaire. Et donc, ma première expérience professionnelle, c'est d'avoir été officier de marine. Et on m'a souvent demandé, je me souviens quand j'ai pris quelques jobs, on m'a dit mais ça sert à quoi d'avoir été officier de marine quand on fait ce qu'on fait? Je dis mais alors c'est une des expériences les plus utiles. D'abord parce qu'on apprend à naviguer, moi j'ai été dans les 50e rugissants, donc je sais naviguer par gros temps, et ça c'est très très utile quand on est y compris dans la distribution. Et donc je sais tenir le cap, je sais serrer les rangs, c'est ce que c'est ce que fait une équipe de marins quand la mer est compliquée, ils serrent les rangs, il y a un esprit d'équipe, il y a une formation humaine qui va avec ça, avec beaucoup de valeurs qui m'ont beaucoup marqué. Donc c'est une des premières expériences qui m'anime et que j'ai aimé. Je ne suis pas restée dans la marine parce que je me disais que je n'allais pas faire ça toute ma vie, mais voilà, ça m'a nourri. Et donc après Polytechnique, c'était la mode du digital déjà. Et donc, là, on est en quelle année à peu près? Je suis sorti de Polytechnique en 98, 99. Et donc, il y avait une première bulle du digital et d'Internet. Donc, j'ai été me former un peu dans les télécoms. Et j'ai choisi le secteur public parce que j'ai choisi en réalité aussi la régulation des télécoms. C'était le moment où les concurrents d'Orange arrivaient sur le marché. J'ai fait un petit tour aux États-Unis. Il y avait des nouveaux entrants sur le marché des télécoms. Tout ça paraissait très exotique. Je me dis, mais en fait, c'est pas si exotique que ça. On peut faire la même chose en France. Et donc, on a ouvert le marché des télécoms. Maintenant, ça paraît tout à fait naturel de passer par Free. Enfin, à l'époque, voilà. C'était pas le cas. Et donc, c'était assez passionnant. Et c'est en réalité j'ai une expérience du service public assez particulière. Je trouve que ça m'a permis de faire une accumulation d'expériences assez incroyable, de rencontrer des gens assez formidables aussi. Et donc, 10 ans de service public, moi, ça a été quasiment 5 ou 6 expériences différentes. J'ai donc fait de la régulation des télécoms. J'ai été 2 fois en cabinet ministériel. J'ai eu la chance de travailler pour des gens assez formidables. Jean-Jacques Ayagon, Claudie Aigneret, qui est une femme formidable. C'est la chance aussi d'être inspirée par quelqu'un comme ça. Et puis Frédéric Mitterrand. Donc voilà, j'ai quelques sources d'inspiration voilà, où j'ai eu la chance de travailler pour ces gens-là très jeunes. Et tu es passée par les musées aussi Je suis passée aussi, j'ai été la directrice financière et juridique de la Cité des Sciences, où j'ai fait venir Star Wars à la Cité des Sciences. Et puis aussi, on a construit un centre commercial dans la Cité des Sciences, qui existe d'ailleurs toujours, qui est Villop. Donc voilà, là aussi, le secteur public, ça peut se transformer. J'ai pas eu peur de mettre le commerce au cœur d'un établissement public. J'ai appris beaucoup de choses en le faisant. Et puis ensuite, j'ai suivi mon patron de l'époque à la réunion des musées nationaux, où j'ai été la directrice générale adjointe. Et là aussi, où on a transformé la culture d'une maison assez ancienne en une culture beaucoup plus commerciale, beaucoup plus financière. Donc il y a un petit fil directeur, vous l'avez compris, de transformation, de commerce dans des domaines qui sont très attachants sur le plan des valeurs et de la culture. Et donc j'aime faire ça, j'aime transformer des belles entreprises, des beaux établissements pour leur permettre finalement de continuer à vivre à l'heure actuelle, mais de continuer à vivre avec leurs valeurs, avec leur ADN, avec leurs équipes. Et c'est probablement ce qui m'a fait ensuite me retrouver à la FNAC. Oui, c'est ça, en 2012. En 2012, il y a privé. J'ai basculé parce que c'était ma nature, évidemment, c'est une nature plutôt entrepreneuriale et opérationnelle que administrative. Il y avait ce très beau projet d'Alexandre Bompard qui venait de rejoindre la FNAC, un projet à la fois magnifique et très audacieux, parce que la FNAC en 2012, c'est quand même des marchés de l'audio et de la vidéo physique qui sont en train de décroître à une vitesse folle. C'est l'arrivée d'Amazon en France, on le trouve naturel maintenant, mais à l'époque Amazon s'est mis à référencer brutalement la totalité des livres français, au risque de tuer le premier libraire qui était la FNAC, qu'il est encore, puisque la FNAC a su se défendre et rester dans cet environnement-là le premier libraire. Mais je peux vous dire que en 2012, il a fallu se battre. C'était pas gagné, il a fallu se battre. Et donc ce projet que je trouvais vraiment attirant et très, très puissant, d'aller aussi sauver et développer une grande marque française dans un environnement très secoué, parce que secoué par à la fois l'arrivée de ce type de concurrents, mais déjà aussi par l'arrivée du digital, du e-commerce. Ta mission en arrivant à la FNAC,
Fnac, c'est laquelle? J'ai d'abord dirigé la filiale de billetterie. J'ai été la filiale de billetterie qui s'appelle Fnac Spectacle, que vous connaissez en général quand vous réservez vos billets de concert sur le site de la Fnac, qui est une très belle entité, qui était assez peu digitale au départ et qui est devenue, je pense que c'est un des secteurs en 1 an et demi, ça s'est totalement transformé. Plus de la moitié des ventes étaient déjà faites en digital. On a complètement changé le modèle. C'était assez naturel, non? Et c'était naturel, c'est probablement un de mes plus naturels, mais tout ce qui est naturel ne l'est pas forcément quand il faut qu'une entreprise se transforme à cette vitesse. Et donc, c'est pas si simple quand vous vendez des billets en offline, une billetterie physique d'un magasin, de vous dire qu'en fait, l'essentiel des ventes vont se faire en online, que pour autant, il y a encore un rôle pour le magasin, parce que vous aimez quand même venir retirer votre billet en magasin, vous avez une relation avec la Fnac, etc. Et réussir à transformer ce modèle en digital, tout en étant le premier vendeur de billetterie en France, c'était un beau challenge. Donc j'ai commencé par ça, puis j'ai pris la direction commerciale de la Fnac, et notamment la direction commerciale, ce qui était, je pense, une vision aujourd'hui, on trouve très naturel de faire des directions commerciales omnicanal. En réalité, on l'a fait en 2013, on a fusionné pour la première fois la direction commerciale des magasins physiques avec le e-commerce, et donc j'en ai pris la tête, avec des équipes très différentes, certaines qui venaient vraiment de Fnac.com, déjà des esprits et des équipes de pure players, et puis la direction commerciale des magasins, et on a créé une culture et une équipe unique, justement en se disant que c'était notre intuition, c'était qu'on devait marcher sur les deux jambes, e-commerce et magasin, mais qu'elle ne devait pas s'ignorer et prendre de la distance, et que ce qui ferait notre force, ça serait désiloter un petit peu l'organisation. Exactement, ça veut dire une seule direction commerciale commune pour aller nourrir à la fois les magasins et notre site internet, et donc ça c'était avant tout une transformation humaine, de compétences et d'expertise, parce que c'est pas tout à fait les mêmes compétences de vendre en magasin et de vendre en e-commerce, pas tout à fait les mêmes, mais il y a beaucoup évidemment de points communs, et donc il faut apprendre à comprendre comment fonctionne cette machine omnicanale, et la beauté pour moi c'est de voir que c'est difficile, c'est vraiment difficile, c'est une vraie transformation, à commencer pour les catégories managers, pour les équipes qui la conduisent. Et puis quand ça commence à marcher, quand vous commencez à avoir les nouvelles clés, c'est formidable. Et là, tout à coup, vous avez des équipes qui se font plaisir, qui commencent à comprendre comment fonctionne ce marché, comment elles peuvent vraiment réussir, transformer leur business model, elles commencent à jouer avec. La vélocité du site internet, et puis en même temps la capacité de service incroyable de montée en gamme que sont les magasins. Elle commence à jouer sur les forces en fait de chacun, et là et là ça prend et ça accélère, et c'est ce que j'ai fait. Est-ce qu'on peut dire que une des clés de la réussite, c'est justement la conduite du changement des hommes et des femmes qui sont présents dans les équipes? Est-ce que c'est plus que les processus en tant que tels? Moi, je le crois assez profondément. C'est-à-dire, et en plus, j'aime le faire dans des entreprises qui ont cette culture-là, et je pense que c'était vrai sur Fnac, je l'ai fait ensuite sur Darty, puis maintenant sur Carrefour. Et je pense que c'est des entreprises qui ont une culture très forte, avec des équipes qui ont acquis une expérience et une expertise qui est assez incroyable. Et en fait, si on veut les transformer, c'est ça, c'est l'aventure humaine. Il ne s'agit pas de tout changer, il ne s'agit pas de repartir de zéro, il s'agit de capitaliser sur ça et de transformer ce qui doit l'être. Et que quand on réussit ce mix-là, c'est là que ça bouge. Chez Carrefour aujourd'hui, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Capitaliser sur la force de distributeurs incroyables, avec des équipes, je suis impressionné par tout ce que je vois au quotidien sur nos équipes, et en même temps, comment je leur mets dans les mains du digital, et des choses qui vont leur donner encore plus de puissance et une capacité vraiment à se battre et à gagner en fait dans notre environnement, à gagner évidemment les clients. Donc, mais c'est pour moi avant tout une aventure humaine, c'est ça que j'aime faire. Tu es arrivé il y a donc 5 ans chez Carrefour. J'imagine que tu avais gardé des bonnes relations avec Alexandre Bompard et qu'il y avait peut-être une logique à le suivre. C'était quoi ta lettre? C'est sûr. C'est sûr. Non, mais il faut être très, très honnête. Moi, je viens pour des transformations, pour des gens et pour des projets. Et c'est extrêmement important, bien sûr. C'est quoi la lettre de mission qui est la tienne en arrivant chez Carrefour il y a 5 ans, et comment, sans rentrer trop dans le détail, cette lettre de mission a évolué, puisque en 5 ans, tu as pris d'autres responsabilités que celles que tu avais en arrivant. Comment ça s'est passé? Et moi, quand je suis arrivée il y a 5 ans, j'ai eu la chance d'arriver sur le marketing. Alors, je venais pas du marketing, puisque j'avais fait surtout du commercial. Alors, j'avais fait toutes sortes de commercial, e-commerce, magasin. J'avais fait des trucs en Chine, puisqu'on avait une filiale de fabrication en Chine. Mais j'avais pas fait purement et simplement du marketing. Et déjà, c'était un pari. J'ai eu la chance qu'on me fasse confiance, qu'Alexandre Bompard me fasse ce pari sur moi et me donne le marketing. La première mission, c'était de dire, le marketing, finalement, c'est les clients. C'est au cœur des clients. Ça va te permettre de comprendre
comprendre en profondeur comment ça marche. Le marketing, là, c'est pas le marketing produit, c'est le marketing classique de la marque, des clients, donc le programme de fidélité, toutes les campagnes de publicité, les catalogues, voilà, c'est les catalogues. Donc là, je suis venue à du papier classique. Et en fait, c'est aussi le cœur du réacteur de comprendre que viennent faire les clients dans la grande distribution, pourquoi, comment ils se comportent, comment on les gagne, comment on les perd aussi, comment on les rend plus fréquents. Et donc, je me suis aperçue. Et donc, la feuille de route était ouvrons le capot, comprenons comment ça marche. On a une énorme transformation à faire sur Carrefour, dans tous les sens du terme. Une entreprise formidable, mais qui a pris beaucoup de retard sur plein d'aspects, sur le digital, mais pas que, qui a pris beaucoup de retard. Et donc, il faut qu'on comprenne profondément ce modèle pour le faire accélérer et pour reprendre des parts de marché, pour redevenir le leader que Carrefour a été pendant des années. Donc, je dirais que c'est une feuille de route très, très, très macro, parce qu'on découvre, on découvre les forces et les faiblesses de l'entreprise. Et le marketing, par sa proximité avec les clients, il permet éminemment de faire ça. Et de rentrer, moi j'ai été fascinée parce que j'ai compris à ce moment-là de la grande distribution, par en particulier cette fréquence qu'on a des clients qui est incroyable, quand vous venez du monde des spécialistes, et c'est pour ça d'ailleurs que ça fait envie l'alimentaire à plein de gens, à commencer par Amazon, mais qui n'y arrivent pas d'ailleurs, parce que ça fait envie, mais c'est compliqué. On voit des clients qui viennent 40 fois par an. On parle encore de repeat business, ça a un sens de parler de ça. On parle de la fréquence, c'est essentiel. On est dans un modèle, en réalité, alors on n'est pas dans de l'abonnement, on n'est pas un opérateur télécom, mais moi, un client fidèle dans un hypermarché ou en e-commerce, il peut venir 40 fois par an. Donc c'est cette fréquence-là, puisqu'on est sur du quotidien, et donc en fait avec une finesse en fait de connaissance de ce que vous faites, qui est assez incroyable. On va parler, je crois que vous avez prévu d'en parler, mais c'est assez passionnant de voir à quel point on arrive à prédire. Moi, je sais prédire quasiment quand vous entrez sur le site internet, je sais dire ce que vous allez acheter à 80% si vous avez fait déjà 3 ou 4 achats chez moi. Donc je comprends profondément ce qui se passe, et ça c'est ça, et ça c'est la fréquence, c'est la puissance de l'alimentaire. Donc c'est ce que j'ai découvert en arrivant au marketing chez Carrefour. Et après, il y a le commerce qui s'est ajouté, c'est ça? Le e-commerce, donc, début 2020, le e-commerce qui était aussi un peu mon passé, mais là j'ai fait dans un contexte alimentaire, dans un contexte de Covid, et puis avec une force du e-commerce chez Carrefour qui est d'être à la fois préparé en magasin, à la fois en entrepôt, donc beaucoup de problématiques supply, etc. Donc une vraie richesse, d'abord sur la France, et puis au départ d'Amélie Oudéa, ensuite sur le groupe à partir de début 2021, avec non seulement le e-commerce, mais aussi toute la tech. Donc la tech, c'est de plus en plus important chez Carrefour, la data et ce qu'on appelle la transformation digitale, en tout cas mettre le digital au service de notre maison. On va y revenir justement. Avant d'y revenir, on va prendre un peu de hauteur et parler du marché. Je le disais en introduction, ce qui est important, c'est de comprendre les enjeux du marché. Alors on va peut-être faire un focus sur la France, mais il y a peut-être une vérité qui est plus universelle, Carrefour étant présent dans plusieurs pays. Ce qui est important de comprendre, je crois, c'est comment les forces s'animent entre elles, entre ce que les distributeurs peuvent offrir et ce que les consommateurs cherchent et recherchent. C'est à la jonction des deux qui fait le business. Comment tu interprètes un peu les évolutions qu'il y a eu sur ces dernières années? Je disais en introduction, il y a des modèles nouveaux qui arrivent, des consommateurs qui veulent peut-être consommer, acheter autrement. De façon globale, quel est ton point de vue? Ouais, je pense qu'on a des grandes tendances qui sont d'ailleurs qu'on voit se révéler, probablement s'accélérer à l'aune des crises qu'on vit. Je pense qu'en fait, il y a des tendances de fond qui souvent sont là, qu'on a parfois un peu de mal à détecter, où on a du mal à voir à quelle vitesse elles sont en train d'aller. Et souvent, les crises qu'on peut vivre, que ce soit celle du Covid, celle de l'inflation, actuellement, nous mettent une sorte de loupe et nous permettent de prendre conscience de la vitesse à laquelle c'est en train de se passer. Pour moi, dans les grandes tendances, on a évidemment la tendance de l'omnicanal ou du e-commerce, mais qui en fait est une tendance de service. Je veux du service. Alors quand on dit ça et qu'on est dans la grande distribution, c'est très paradoxal. On s'est inventé sur le self-service. Le self-service étant en fait une absence de service, ou en tout cas un service extrêmement réduit. En fait, les clients veulent de plus en plus de services. Le service, c'est à la fois trouver exactement le produit dont j'ai besoin, le plus vite possible, ne pas attendre en caisse, avoir la réponse à ma question quelle qu'elle soit. Enfin, il y a toute une déclinaison autour du service. Et je pense qu'aujourd'hui, pas seulement la grande distribution,
distribution, mais y compris d'ailleurs l'ensemble des services qui se développent autour de nous, je citais les grands Américains ou d'autres, nous ont habitués à un niveau de service assez exceptionnel. Et donc on doit délivrer, et je crois que c'est aussi dans la grande distribution chez Carrefour, on doit délivrer à un client ordinaire un service exceptionnel. Et tout le monde attend un service exceptionnel, et donc ça se traduit par tout ce que je viens de dire, par le multicanal, mais par plein de détails et d'attention. Le consommateur a été éduqué, entre guillemets, éduqué par ses habitudes de consommation par ailleurs, et quelque part, il embarque avec lui ce qu'il a découvert ailleurs et s'attend à ce qu'il le retrouve. Si vous vivez un service consommateur qui vous répond dans la minute et vous appuyez sur un bouton et vous êtes remboursé, vous ne comprenez pas que quand vous arrivez chez Carrefour et que vous passez votre carte de fidélité, il n'y a pas aussi immédiatement la remise qui s'affiche. Enfin, vous voyez, c'est votre environnement même de travail d'ailleurs. Enfin, vous habitue à un niveau de service d'immédiateté, de personnalisation, on y viendra, etc., qui n'est pas uniquement celle du secteur. Je pense qu'il y a aussi on casse les barrières entre secteurs. Et donc, ce que vous voyez en prenant le train, ce que vous voyez en prenant l'avion, vous l'attendez dans votre supermarché. Ça n'a rien à voir, mais c'est pas grave. Vous avez pris l'avion, vous avez pu prendre un truc premium, vous dites pourquoi sur le supermarché, moi je peux pas prendre une caisse aussi qui soit premium, etc. Donc je crois que ça décilote un peu les secteurs. C'est aussi intéressant pour nous, pour la grande distribution. Il faut pas regarder uniquement, moi je ne regarde pas que mes concurrents. Je m'inspire de ce qui se passe, soit de l'autre côté de l'Atlantique, soit de secteurs des fois qui n'ont rien à voir. On s'aperçoit qu'on est en train de vivre aussi les mêmes évolutions des attentes des consommateurs. Donc je dirais qu'il y a toute cette espèce de trend serviciel qui est inspiré par ce qu'on vit et par le niveau d'exigence en fait, mais c'est pas de l'exigence, c'est le service qu'on est en droit d'attendre avec ce que nous permettent notamment un certain nombre de moyens modernes. On a toute une tendance, on le voit aussi sur évidemment la RSE, l'attention à d'où viennent les produits, combien ça consomme, l'empreinte carbone, l'impact sur la santé aussi qui pour nous est extrêmement important. Donc je dirais que l'attention à tout ce qui est autour en fait de l'hypermarché, du supermarché ou du produit lui-même, son impact sociétal, son impact sur l'environnement et autour de l'entreprise, ou en tout cas autour de la marque dans laquelle on achète. Et là aussi je pense que c'est une tendance de fond, et puis on la voit s'accélérer quand on rencontre une crise sanitaire majeure, on la voit s'accélérer à certains moments, parfois un peu décélérer. En ce moment, il y a un peu moins de bio. Moi, je crois qu'en fait, c'est juste, c'est des cycles. Ça va revenir parce que de toute façon, l'intérêt pour la santé, c'est ici. C'est un événement conjoncturel, là, pour le coup. Pour moi, c'est conjoncturel. Évidemment, il y a un contexte d'inflation, on va y revenir. Là aussi, l'inflation met en exergue des points de pouvoir d'achat, mais finalement, l'attention sur l'origine du produit, sur la qualité alimentaire, le Nutri-Score, l'Eco-Score, etc., elle ne se dément pas. Ensuite, il y a une équation économique, c'est-à-dire est-ce que je fais jusqu'à quel point je suis prêt à payer pour le bio, et puis aussi jusqu'à quel point des produits non bio sont capables aussi, et c'est ce qu'on fait tous les jours par exemple sur les produits de marque distributeurs, sont capables aussi de répondre tout simplement à mon niveau d'exigence, parce qu'ils sont fabriqués plus localement, parce que même affichent des bons Eco-Scores, des bons Nutri-Score, et donc finalement il y a une sorte de concurrence qui s'installe entre différentes solutions. Mais ce besoin fondamental de l'impact finalement de ma consommation, ça c'est une tendance de fond qu'on voit aussi. Donc je dirais qu'il y a ces deux grandes tendances, et puis celle qui est plus conjoncturelle, mais qui finalement, on la voit se mettre en exergue à travers l'inflation, mais c'est notre raison d'être. On est là sur le prix. La raison d'être, c'est finalement d'arriver à réconcilier le pouvoir d'achat du consommateur avec ses désirs de consommation, et finalement, c'est ce qui se voit à travers les difficultés d'inflation, mais c'est, je dirais, la raison d'être et l'histoire quasiment de Carrefour depuis 60 ans. On s'est inventé pour permettre à des gens d'accéder à la consommation. On doit se réinventer quand on voit que la consommation alimentaire devient plus difficile pour des raisons de prix. C'est le moment de réinventer et d'apporter des solutions, mais ça, c'est, je dirais, quasiment notre raison d'être. On voit à ce sujet-là, on lit beaucoup dans la presse économique, finalement, la prise de part de marché de la distribution hard discount. C'est un sujet que vous abordez comment chez Carrefour, cette offre, finalement, qui est un petit peu dégradé en termes de prix, enfin du moins qui est hyper compétitif, je ne sais pas comment le dire, mais ouais. Tu as compris. Est-ce que c'est finalement intégrer une offre de produits au sein des différents canaux existants de distribution du groupe Carrefour, mais
Comment on voit les choses ? Je crois qu'on l'a vu, en tout cas chez Carrefour, on l'a vu un peu tard, et donc c'est un peu comme le e-commerce. Je pense qu'on l'a mésestimé. Des fois, quand on est très gros et très fort, on voit arriver un petit, puis on se dit bon, ils vont pas aller très loin. Donc ça, je pense, il y a quelques années, on avait cette tendance-là. Je pense que ce qu'on fait depuis 2018, c'est justement de jamais mésestimer une tendance comme ça, même quand elle est petite, même quand elle est naissante. Et là, maintenant, on est loin d'être naissant, pour comprendre ce qu'il y a au fond, quelle est la raison d'être finalement de cette tendance, quelle est la demande des consommateurs et comment nous on peut y répondre. Et donc je pense qu'on a vu un peu tard. Pour moi, c'est un vrai sujet. On l'a évidemment réalisé quand Alexandre Bompard est arrivé en disant voilà, cette fois-ci, quand on voit des tendances, comment on a une réponse nous Carrefour et comment on s'en saisit. Et je pense que notre vocation, c'est pas on n'est pas un spécialiste, donc on va pas créer une spécialité de hard discount. En revanche, finalement, quel est le besoin du consommateur ? On voit que ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas un consommateur. Et donc aujourd'hui, on ne peut plus moyenniser. On a plein de consommateurs différents qui attendent que Carrefour, que l'hypermarché soit capable de répondre à leurs différents besoins. Et d'ailleurs, il y a en général pas un client du hard discount. Il y a un client qui, par moment, est client du hard discount. Parce que ça répond à son besoin du moment, etc. Et donc la vraie question pour nous, Carrefour, c'était comment je réponds à ça. On l'a fait d'ailleurs en étant capable nous-mêmes d'ouvrir, on l'a fait en Espagne, on le fait en France, d'ouvrir des fois des enseignes ou des marques qui sont plus proches du hard discount, mais surtout en changeant nos assortiments, en les adaptant aux zones de chalandise. Il y a des zones de chalandise où on a ouvert, par exemple, des zones de déstockage, qui sont un très très gros succès dans nos hypermarchés, pas partout. Ça correspond pas forcément au Carrefour Market d'à côté de chez vous, si c'est pas ce que les clients attendent, mais en tout cas, on est capable d'avoir à l'intérieur de Carrefour des espèces de zones de discount, des zones de déstockage, des zones de promo, et ça, en fait, il faut faire revivre ces aspérités pour le client. On sait, ça c'est du marketing, en tout cas, et aussi faire connaître notre offre. On s'est parfois un peu nous-mêmes moyennisés. On a donné le sentiment que, voilà, Carrefour, tout était pareil. Mais en fait, non. Dans Carrefour, on fait revivre ça. Dans Carrefour, vous avez du discount. Dans Carrefour, vous avez du premium. Dans Carrefour, vous avez du bio. Vous avez du local, etc. Et quand on arrive à faire ça, finalement, on vit très bien avec du hard discount à côté parce qu'on recrée chez Carrefour aussi cette solution. Est-ce que tu es d'accord avec l'idée de dire que le consommateur est hétérogène, il est même parfois un peu schizophrène? Il y a des moments où il est hypersensible à des sujets RSE et d'autres moments, c'est une hypersensibilité au prix qui ne correspond pas forcément avec des achats qu'il a fait la semaine précédente. Est-ce que c'est quelque chose que vous mesurez, que vous voyez aussi ? En tout cas, c'est effectivement, on n'a pas forcément un client qui est d'une... Alors, on fait évidemment des personas, on a des macro-personas de clients, plutôt une famille, plutôt dans tel ou tel segment, et ça correspond en moyenne à un comportement d'achat. Mais ce qu'on essaye aussi de comprendre, c'est finalement la mission pour laquelle vous venez. On le voit beaucoup sur le site internet, moi je vais beaucoup sur le site ou sur l'application, quelle est la mission ? Et le même client peut venir pour une mission totalement différente. Il peut être dans une mission où sur le moment, là, il a envie de se faire plaisir, il fait une fête, etc. Il ne va pas forcément, là, être extrêmement sensible au prix. En revanche, il veut de la découverte, il veut de la largeur de gamme, il veut du produit frais, voilà. Et puis, vous avez un autre moment où, là, il faut faire les courses le plus vite possible. Il faut qu'entre l'entrée et la sortie sur le site, si je prends l'exemple, ça prenne 20 minutes, tout arrêter. Et puis, vous avez encore un autre moment où, là, c'est le discount, la promo, le prix, parce que soit on est dans le moment du mois où il faut faire attention à ça, parce que là, on est sur les gros achats sur lesquels on va faire extrêmement attention, on est sur les kilos de lessive, etc. Et donc, en réalité, ce qu'on voit, c'est que c'est le même consommateur, souvent, qui va avoir ces différents moments. Ce qu'il faut, c'est être capable de s'adapter à ça, adapter le parcours d'achat, et donc c'est vrai pour le prix, vous voyez, mais c'est vrai aussi pour la vitesse. Il y a des moments où vous voulez être extrêmement efficace, il y a d'autres où vous voulez qu'on vous propose des nouveaux produits. C'est le même client. Merci pour ce point sur le marché. On a un peu dérivé aussi sur Carrefour, mais c'est une bonne introduction à la partie, justement, sur la façon avec laquelle l'entreprise adresse son marché. On a évoqué les notions d'omnicanalité, les comportements d'achat, de parcours d'achat. La RSE, on était à Monaco ensemble en mars et lors de la plénière d'ouverture, il a été noté que les sujets RSE étaient les sujets les plus... le sujet numéro 1 des préoccupations je crois que c'était 107 patrons du retail et du e-commerce en France. C'est donc véritablement un enjeu fort pour des gens
comme Carrefour. Je le disais aussi en introduction, il y a la tech qui arrive là-dedans. Et cette notion de digital retail company. Comment tu la définis? C'est quoi plus, parce qu'on le devine au travers des mots, mais enfin, c'est quoi la philosophie derrière laquelle ça se cache là? Non, c'est très important, ces mots-là, Digital Retail Company, on les a inventés, Alexandre Bompard les a inventés fin 2021, on a présenté à ce moment-là notre stratégie digitale au marché, et on a voulu montrer que finalement le digital, c'était plus uniquement un canal de vente, souvent on a tendance à restreindre le digital, bon en gros c'est le e-commerce, c'est un canal de vente, dire non, en fait nous on pense que le digital va venir nourrir chacun des métiers de Carrefour. Et donc, le digital retail, notre métier, c'est le retail. On est une compagnie de retail. On va mettre le digital en soutien, en support à chacun de nos métiers. Évidemment, pour faire du commerce et faire du e-commerce, mais faire aussi de l'omnicanal. On pense que le digital, ça va venir soutenir l'expérience client au sens total. Et donc, l'expérience client, comment je prépare mes achats sur l'application, comment je passe en caisse. On pense que ça va venir soutenir aussi nos métiers. Le digital dans la supply chain pour avoir moins de ruptures. Le digital en magasin pour aller chercher le produit dans la réserve, etc. Donc, comment je mets aussi du digital pour mes propres opérations. Et puis, comment je mets le digital aussi pour réinventer des nouveaux métiers de Carrefour. Je dirais quelques mots du retail média ou des choses comme ça. Donc, vraiment se dire qu'on utilise le digital au service de l'ensemble de la société. Je crois que ça a aussi porté, on le disait en introduction, un changement culturel dans l'état d'esprit chez Carrefour, et c'est très important. On change une entreprise en faisant évoluer en tout cas sa culture, et on a désormais chez Carrefour ce réflexe, quel que soit quasiment l'endroit où on travaille, qu'on soit dans un magasin, qu'on soit à la marchandise, au siège, de se dire mais est-ce qu'il y a des outils, des solutions digitales qui peuvent répondre à mon problème, qui souvent est un problème business ou un problème venu du client. Voilà, je veux que mes prix descendent plus vite dans les magasins, je veux avoir moins de ruptures sur l'étagère. Est-ce qu'il y a des solutions digitales et venir voir les équipes tech pour essayer de trouver ensemble les solutions? D'ailleurs, à propos de solutions et de distribution, et là, la tech joue tout son rôle. La livraison, il y a différents moyens de livraison qui sont offerts aujourd'hui par Carrefour. Il y a celle habituelle, on est sur le site ou l'app et puis on commande et il y a un camion qui vient nous livrer. Il y a aussi, comment ça s'appelle, Carrefour Sprint, je crois. Carrefour Sprint, voilà, qui est en quelques minutes. Donc ça, c'est du quick commerce. Ça vient s'additionner à Cajoo. C'est encore autre chose parce que je vois qu'il y a Uber Eats derrière. Exactement, il y a plein de choses. Tu peux un peu nous expliquer tout ça? C'est très important. Je pense que c'est... moi, ma doctrine dessus, c'est qu'on ne peut plus rater des changements ou des innovations et des changements de comportement de nos clients. Et donc, il faut qu'on soit capable d'aller très vite sur ces tendances, de comprendre quelle est la demande du client et de s'adapter. Et donc, la livraison, c'est une tendance de fond. Aujourd'hui, ce n'est pas majoritaire sur le marché en France, ça l'est sur les marchés à l'étranger. En e-commerce, la livraison à domicile est massivement majoritaire partout en Europe, sauf en France, où c'est plutôt 80% de drive, 20% de livraison. Mais il y a une très grosse demande autour de la livraison, parce que c'est du service, parce que c'est la solution ultime pour se simplifier la vie. Et puis, au passage, d'ailleurs, c'est bien meilleur en termes d'impact sur l'environnement, puisque je mutualise un certain nombre de commandes dans un seul camion. Donc il y a une tendance de fond sur la livraison. Quand on a vu arriver ces nouvelles tendances, notamment sur l'express, le quick, enfin toute cette série de livraisons où je commande et puis c'est prêt dans 1 heure, dans 30 minutes, dans 15 minutes, moi ma philosophie ça a été de dire il faut qu'on comprenne, il faut qu'on teste, il faut qu'on comprenne d'abord l'appétence des clients d'un côté et puis il faut qu'on comprenne si on sait le faire de l'autre côté et à quelles conditions économiques. Comme toujours, c'est ça l'équation du retail. Donc n'attendons pas, ne regardons pas passivement ce qui se passe, allons au cœur du système le faire. Et donc la première chose qu'on a faite, c'était au cœur de la crise du Covid en 2020. On se rencontre avec Uber, puis ils nous disent, vous savez, on pourrait peut-être mettre, comme on fait pour les restos, un truc avec les supermarchés, pourquoi pas, pourquoi pas. Donc on a signé avec Uber, et puis voilà, 1 an plus tard, on faisait plus de 100 millions d'euros avec eux sur les courses sur Uber Eats. Donc voilà, comme quoi, de temps en temps... Comment elles sont préparées, ces courses? Elles sont préparées par nos magasins. Voilà. Ça, c'est super important et je pense que ça fait partie de la réussite. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait finalement? Uber met dans les mains d'un trafic très important et des consommateurs une proposition de valeur, une solution avec des courses en 30 minutes.
Et puis Carrefour fait son métier, ce qu'il sait faire de mieux. On mène notre réseau, et notamment nos magasins de proximité, beaucoup de franchisés, des petits magasins, des markets aussi, des moyens magasins, qui préparent, qui reçoivent la commande, qui préparent la commande, et puis ensuite il y a un livreur qui vient la chercher et qui l'emmène au client. Et alors, c'est hyper intéressant que tu nous dises ça, puisqu'on parlait tout à l'heure de conduite du changement. Les franchisés ou les gérants de points de vente de proximité, les Carrefour City, Carrefour Market, ils sont habitués à vendre, comme tu le disais, en self-service. C'est-à-dire les clients qui rentrent dans le point de vente, qui se servent, passent en caisse, et avec du service qui est peut-être des plages d'ouverture assez larges. Mais globalement, c'était ça, la proposition de valeur de ces points de vente. Préparer des commandes, c'est encore autre chose. Il faut un espace, il faut recevoir les commandes avec un device probablement, faire le pick-up en rayon, aussi avoir la disponibilité des produits, puisque si un consommateur sur son app Uber passe commande de 4 pots de yaourt et qu'ils n'y sont plus, donc il y a des enjeux monstrueux en termes d'information, de collecte de l'information, et puis de métier, d'expertise, les talents au sein des points de vente qui doivent être formés, même si on peut imaginer que c'est pas très compliqué. En fait, derrière, il y a des processus à déployer. Comment ça s'est passé ? Exactement, c'est exactement ça. En fait, c'est assez compliqué. La première chose, en fait, pour moi, qui est essentielle, et pour embarquer et pour associer nos magasins, parce que on reste un retailer, rien ne se fait, à mon avis, sans l'adhésion en fait de nos magasins, et en particulier aussi de nos réseaux de franchisés. D'abord, c'est comprendre pourquoi on le fait, parce que si on se complique la vie à faire des choses beaucoup plus compliquées que ce qu'on se faisait avant et qu'on ne sait pas pourquoi, ça marche pas. La première chose à comprendre, c'est on le fait pour nos clients, parce qu'ils nous le demandent, parce que d'ailleurs, si on n'est pas capable de leur répondre, ils partent, ils nous le disent, et donc ils partent chez le concurrent faire leurs achats online, et puis parce que ce qu'on constate aussi, et ça c'est très important pour nos magasins, c'est un client omnicanal chez Carrefour, c'est pas un client qui a quitté le magasin. En général, il fait 20% de ses achats online et 80% en magasin. Et donc, en fait, quand je lui vends 1 euro en e-commerce, je refais encore pas mal d'euros en magasin. Et en lui proposant l'omnicanal, je le garde avec moi. Et je le garde avec nous, avec Carrefour. Et c'est ces clients qui sont devenus omnicanaux, c'est-à-dire qu'ils vont en magasin, souvent ils font plusieurs formats, d'ailleurs de la proximité, du supermarché et puis du e-commerce. En fait, c'est les clients les plus fidèles. Et donc, dans notre économie, de toute façon, ce qu'on veut, ce que cherche chacun, et ça, on est tous alignés dessus, qu'on soit franchisé, qu'on soit en modèle intégré, la fidélité des clients, c'est celle qui est le moteur de notre système, de notre économie. Et donc, on cherche de la fidélité. L'omnicanal, en fait, c'est le premier moteur de fidélité. Et ce qu'on dit souvent en magasin, moi, quand je pense en magasin, on dit vous voulez voir les meilleurs clients ? Allons au drive, allons voir les commandes qui sont en train d'être préparées, les voilà. C'est eux, là ils ont commandé online, demain ils vont venir en magasin, et c'est les clients les plus fidèles à Carrefour parce qu'ils ont ce niveau de service, comme on le disait tout à l'heure, qui s'adapte. Un jour ils veulent faire du e-commerce, un jour ils veulent venir choisir leurs fruits et légumes, et nous on prouve qu'on est capable de s'adapter. Donc en fait, il faut vraiment avoir cette vision de pourquoi je le fais. Parce que si je me dis juste que je change, ce qui est un modèle qui a marché depuis des années sans savoir pourquoi, ça ne marche pas. Si je sais que fondamentalement je suis en train de rendre un service, le meilleur service à mes meilleurs clients pour les fidéliser, ça change l'effort que je suis capable de faire pour me transformer. Ça, c'est le premier ingrédient, je dirais. Et le deuxième, c'est qu'il faut rendre ce qui est compliqué simple. Ça, c'est aussi notre métier. Et donc, oui, c'est compliqué de préparer une commande. Une commande e-commerce en alimentaire, c'est plus de 40 produits en moyenne. Donc, c'est pas livrer un téléphone. Alors, même sur Uber Eats, c'est 40 produits. Sur Uber Eats, ça va être moins. Sur Uber Eats, on va être sur une dizaine. Sur une livraison à domicile classique, on va être 40 à 50. À domicile, parce que c'est vraiment à part. Mais vous avez toujours plusieurs produits. Donc, ça, c'est le premier truc. Donc, c'est pas, moi, j'ai beaucoup de respect pour ceux qui livrent un téléphone, mais c'est quand même beaucoup plus simple comme métier que celui que j'ai l'honneur de faire. Donc, plusieurs produits. Ensuite, effectivement, vous êtes sur un stock qui est partagé entre le magasin et le e-commerce. Donc, par définition, c'est plus compliqué d'avoir exactement la connaissance du stock, d'avoir un stock exact. Et quand vous commandez un produit sur Internet, vous avez envie qu'il arrive et que ce soit ce produit-là et pas un autre. Et puis ensuite, vous avez souvent des employés en magasin qui sont des employés de magasin, qui ne sont pas des gens de la supply, qui ne sont pas professionnels et donc qui ont aussi besoin d'une application extrêmement simple. Il ne faut pas leur faire un truc très
compliqué, où il faut des jours ou des heures de formation avant d'arriver à préparer une commande. Donc, ce qu'on fait, et ce que mes équipes, par exemple, du digital, du e-commerce apprennent à faire, c'est prendre ça, le professionnaliser pour le rendre simple, pour que ce soit finalement des outils de picking, des outils de préparation de commandes, pour qu'on ait les bonnes informations sur le niveau d'inventaire. Concrètement, ce que j'aime bien, très très concret, le vendeur en magasin du Carrefour City en bas de chez moi, il a un device sur lequel il y a une commande, et ce device va lui permettre, j'imagine, de scanner un code barre, par exemple, des produits comme s'il passait en caisse. Exactement. Et il le dépose sur un trolley, je ne sais pas comment ça marche. Il le met sur un panier, ça dépend de l'organisation, mais il le met dans un sac globalement. Et ce qu'on a fait d'ailleurs, puisque ce qui est important, quand je dis il faut que ce soit simple, on leur a développé une petite app qui a été faite chez Carrefour par mes équipes sur mesure, parce qu'on s'est aperçu qu'en fait, ce qu'il fallait, c'est qu'on prenne leur feedback. Il faut que, par exemple, que les produits à préparer, ils apparaissent dans l'ordre du magasin. Ça paraît bête, mais vous gagnez beaucoup de temps. Et donc, vous commencez par le produit le plus proche, vous allez piquer tous les fruits et légumes ensemble, puis les biscuits ensemble, etc. Et puis ils scannent, ils mettent dans un sac. Et ensuite, il y a bien un rappel pour vérifier que sa commande est complète, qu'il n'a pas oublié de scanner un produit, qu'elle est prête à être préparée. On envoie un petit SMS, un message au client pour lui confirmer que la commande est prête, qu'il ne manque pas de produit, etc., qu'il peut venir la chercher si c'est un pick-up. Ou on envoie un petit message au livreur, comme quoi il peut venir la chercher à l'heure dite pour la livrer au client si c'est une livraison. Donc, vous voyez, ce qui est très important, encore une fois, c'est que ce soit extrêmement simple, avec de la bonne donnée. Et à ce moment-là, moi j'y vais régulièrement. Vous comme moi, on peut faire du picking en magasin. Alors, je ne suis pas la plus productive de nos employés, mais j'y arrive. Et donc je me dis que quand j'y arrive, c'est que c'est bon signe. Tous les magasins aujourd'hui, non, il n'y a pas tous les magasins, ne sont pas amenés à faire de la préparation de commandes. Une très très grande partie. Ouais. Beaucoup en font. Alors ceux qui n'en font pas ou qui en font moins, c'est qu'on a un certain nombre d'entrepôts qui des fois notamment amènent les commandes jusqu'au magasin, et le magasin fait de la remise client par exemple, mais il y a quasiment la totalité aujourd'hui de nos magasins qui ont au moins une offre. Ça peut être une offre en direct de Carrefour, ça peut être une offre avec Uber, avec Deliveroo, avec des partenaires, on parlait du quick commerce avec Flink qui est notre partenaire en France. Donc voilà, la plupart des magasins ont une solution e-commerce et ils sont très demandeurs. On continue à déployer. Aujourd'hui encore, cette semaine encore, j'ai plusieurs dizaines de magasins qui créent de la livraison à domicile et qui créent ce service-là dans certaines zones parce que c'est un plus pour les clients. Et donc ça, c'est un plaisir de voir un Carrefour Market qui appelle les équipes pour dire il faudrait absolument que je déploie la livraison à domicile, c'est un service pour mes clients, ils me le demandent. Et la réponse est oui. Et en plus, vous êtes capable de le faire, je vais vous former, je vais vous accompagner, on a les outils, et vous êtes capable de faire un service excellent parce qu'évidemment, il faut être excellent dans le service. Justement, sur la livraison, j'ai lu, je crois, quelque part, dans la presse, qu'il y a des entrepôts qui sont dédiés à la livraison. Il n'y a pas... quand on va faire... Moi, je vais faire mes courses chez Carrefour à Auteuil, et il y a aussi la préparation de commandes. On voit que c'est fait pour être livré. Mais il y a aussi des entrepôts qui sont dédiés à ça. C'est-à-dire que c'est quelque part un hypermarché ou un supermarché dans lequel il y a le même assortiment que dans celui qui est utilisé par tout à chacun, mais qui est fermé là, quelque part un peu comme un dark store, qui est dédié à ces livraisons. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Exactement. On en a un certain nombre. J'étais ce matin d'ailleurs dans un de ces entrepôts en région parisienne. On en a plusieurs en région parisienne, on en a en région lyonnaise, on en a dans quelques villes. Il faut effectivement la volumétrie. Et finalement, je vous le disais, ce qui est très important, c'est la qualité du service. Alors, on repart toujours du client. Qu'est-ce qui est important pour le client? Et puis moi, j'adapte en fait. J'adapte la proposition de service à ce qui est important pour le client. Quand ce qui est très important, c'est d'avoir 10 articles en une demi-heure, je le prépare en magasin parce que c'est le plus proche du client. Et donc, quand ce qui est très important, c'est de pouvoir commander une grande commande, et donc c'est la livraison à domicile plus classique, souvent plus de 100 € de commande, plus de 40 ou 50 produits qu'on peut commander du matin pour le soir ou d'un jour pour le lendemain. Là, la meilleure solution, ça va être de le préparer dans ces entrepôts qu'on met quand même pas très loin, nous, des villes, parce que c'est important de ne pas avoir trop de transport, c'est important d'être capable de livrer à l'heure aussi. C'est quoi la promesse? J'ai cru lire H+3. Alors, on est capable, effectivement, en livraison, on fait ça dépend des cas, mais on fait plutôt du H+4. Et surtout, ce qui est très important, c'est qu'on est capable de vous faire commander jusqu'à 23h le soir et vous livrer le lendemain matin. Et ça, c'est une des promesses. Donc, finalement, là, c'est pas le nombre d'heures, parce que vous n'avez pas forcément besoin d'être livré à 3h du matin. En revanche, créneau, en fait, c'est ce qu'on appelle le cut-off, et donc la capacité à aller le plus tard le soir et à vous préparer le lendemain matin, ou vous permettre de commander le matin et d'être livré l'après-midi ou le soir, qui correspond en général aux heures de bureau. Vous faites
sur votre petite commande de C'est matin ça, avant le créneau, de partir. c'est vraiment voilà, encore et mieux vous que avez le votre délai. créneau de 19h, et donc c'est ça la demande des clients. Et pour ça, effectivement, industrialiser dans un entrepôt, c'est la meilleure réponse, notamment parce que là, on a le contrôle totalement des stocks. Donc on a des stocks qui sont justes, on a une productivité, une qualité de préparation qui est évidemment très forte. On est capable de préparer du coup beaucoup de commandes, du coup en peu de temps, ce qui est essentiel. Entre le moment où on reçoit la commande et le moment où elle est disponible dans un entrepôt, il peut se passer 1h30, 2 heures. Ensuite, il n'y a plus que la livraison à faire, donc on est extrêmement rapide sur cette partie-là. Et donc on a beaucoup professionnalisé. Mais d'ailleurs, j'y étais ce matin. Ce qui est pour moi très important, c'est qu'il faut garder ce côté-là. C'est un métier industriel, c'est un métier de service industriel, c'est un métier d'ingénieur d'ailleurs, on disait ce matin. Voilà, il faut calculer, optimiser. Et en même temps, c'est un métier de commerçant, c'est-à-dire que dans ces entrepôts, il y a des fruits et légumes, faut savoir les préparer pour le client. Et donc, on forme les gens à préparer, à choisir la banane, la tomate, à repérer que les fraises ne sont plus celles qui devaient être, et donc à les donner, etc. Donc, on continue à faire ce métier de commerçant en même temps que notre métier Parce que ce qui diffère, en fait, d'un rôle de vendeur dans un espace ouvert au public, c'est que le personnel qui prépare les commandes doit choisir à la place du consommateur les produits qui... Alors, on parle du frais, parce que des yaourts, ça reste des yaourts et qu'on ne va pas les choisir, mais il doit les choisir. Justement, revenons sur le client, on l'a évoqué tout à l'heure, pour un peu conclure notre échange. Je le disais en introduction, j'aimerais bien qu'on parle vraiment de la relation avec les consommateurs. Là, la data, peut-être même l'IA, c'est un sujet, je pense, qui doit être développé ou moins scruté avec attention chez Carrefour. Comment la stratégie de Carrefour se développe autour de ce client, de cette relation client, même si tu nous as déjà donné quelques éléments de réponse? Je pense que la première réponse, pour moi, elle est très importante. Elle est dans la culture de l'entreprise. Et c'est beaucoup aussi poussé par notre directeur général en France, qui nous donne une culture client qui doit être extrêmement directe. Et donc, ensuite, on a la data, ensuite, on a plein de choses. Mais la première chose, c'est qu'en fait, il faut aller voir le client. Et ça, c'est irremplaçable. Et donc, on fait notamment des tables rondes clients. Évidemment, c'est des tables rondes virtuelles. Enfin, évidemment, on peut aller en faire en physique. Mais moi, je fais par exemple sur le digital beaucoup de tables rondes virtuelles. Donc, ça consiste à inviter des clients. J'invite 8 à 10 clients qui se connectent à un Google Meet, sur un thème, pour comprendre comment ils achètent, quels sont les irritants qu'ils peuvent avoir, quelles sont leurs demandes. Et donc, ils vous racontent. Et là, on est dans l'alimentaire. Le beauté, c'est que les gens adorent raconter aussi leur expérience de client. On vous donne, et finalement, le client, ce qu'on dit souvent, c'est le meilleur consultant. Donc, c'est pas la peine de passer par des consultants ou des intermédiaires. Le client nous donne son propre cahier des charges. C'est comme ça, par exemple, qu'on a inventé le bouton anti-inflation. C'est comme ça qu'on a inventé à la fin du panier des solutions alternatives. Moi, c'était une cliente qui disait j'aime beaucoup votre site. Bon, c'était très bien. Oui, mais bon. Mais alors, en revanche, j'achète toujours la même chose. C'est horrible, j'achète toujours la même chose. Et ça a fait prendre conscience, la relation directe à mes équipes data qui l'écoutaient. Et en fait, ils se sont dit mais c'est vrai. On fait que des algorithmes pour vous aider à racheter la même chose le plus vite possible. Et là, ils se sont dit, donc ça, c'est très intéressant. Il y a des moments où pour le client, c'est ça. Je suis tellement d'accord avec cette remarque. Voilà. Et donc, on a pris conscience que on était vraiment obsédés par ça pour des bonnes raisons, parce qu'il y a d'autres clients qui nous disaient, je veux aller très vite, donnez-moi. Et ils se sont dit, oui, mais non, mais là, effectivement, il y a un problème. Et on lui a posé la question en disant mais du coup vous voulez vraiment découvrir des choses. Elle a dit non, je voudrais juste des fois que vous me donniez une petite aide pour changer un tout petit peu, un truc un peu meilleur pour la santé, un truc fait un peu plus proche de chez moi. Et ça, vous faites écouter ça aux équipes data, elles disent mais bien sûr, mais je sais faire. Et c'est là où on réconcilie les deux. Et on sait faire, oui, parce qu'en fait on prend ce qu'il y a dans le panier et on va chercher le produit qui est très proche mais qui est un peu meilleur, qui a été produit localement par rapport à celui qui a été importé, celui qui a un éco-score, qui est quelques points au-dessus, etc. Et on va du coup répondre à la demande de cette cliente. Donc moi, je crois beaucoup à ça. C'est-à-dire qu'en fait, il faut marier une relation très directe avec le client. Il ne faut jamais le perdre. Et donc mes équipes tech, digital, même l'informaticien, etc., il fait des tables rondes avec les clients. Parce que c'est comme ça qu'on a les idées. Et puis on le marie avec de la data, parce qu'on a une chance incroyable. On a, j'ai je pense, un des plus grands data lakes d'Europe. On a 8 milliards de transactions.
évidemment dans le monde, mais on stocke, et c'est des transactions d'une très grande qualité, puisque quand vous avez la carte de fidélité, on sait le client attaché à la transaction. Il y a combien de cartes de fil On a 14 millions de cartes de fidélité en France, plus de 50 millions dans le monde, donc c'est un atout considérable, c'est vraiment, et je pense qu'on ne fait que prendre conscience de l'importance en fait de cette information, et on commence à peine à l'exploiter, mais effectivement, ça nous permet de répondre à ça, et notamment à cette demande des clients je veux de la personnalisation. Alors tout le monde n'en veut pas, mais quasiment 80% de nos clients veulent plus de personnalisation. Et en fait, c'est pas si difficile. Effectivement, moi je trouve que ce qui est plus dur dans l'IA et dans la data, c'est d'avoir la donnée, d'avoir une bonne qualité de données. Donc ça, on a de la chance. Puis on a beaucoup investi aussi. Ces 3 dernières années, on a vraiment investi sur une qualité de la donnée, pouvoir y accéder, pouvoir l'exploiter. C'est le premier élément. Ensuite, c'est de comprendre ce qui va créer de la valeur pour le client. C'est plus difficile. Et puis ensuite, il y a l'algorithme. C'est plutôt le plus facile. En tout cas, moi, j'ai beaucoup travaillé aussi pour faire venir des équipes data de très haut niveau. Travailler la data chez Carrefour, c'est passionnant. Et ça, je l'ai beaucoup, c'est important de le dire. Et de plus en plus, les ingénieurs qui nous rejoignent le voient. La matière est passionnante. Elle est absolument abondante, plus que dans probablement n'importe quelle industrie. Donc, en fait, ils se plaisent énormément. Il y a de quoi travailler, jouer, inventer de façon assez incroyable. Donc, finalement, l'algorithme, avec le niveau d'expertise que j'ai, c'est pas le plus difficile, mais ce qui est vraiment, c'est l'algorithme au service du client avec de la qualité de la donnée. Cette data, elle est utilisée pour aussi, c'est une question, est-ce qu'elle est aussi utilisée pour faire ce qu'on appelle du drive to store, c'est-à-dire comment essayer de amener le client à se rendre en point de vente? Est-ce que c'est des choses bien sûr. Enfin, d'ailleurs, encore une fois, on est au service du client. Moi, si le client il a envie d'aller en magasin et de ne pas mettre les pieds en digital et en e-commerce, c'est pas un problème. On est là pour le servir. Et je pense que et la data, le digital est là pour nous aider à mieux servir nos clients, quelles que soient leurs envies. Et effectivement, avoir à disposition sur son app un catalogue, avoir des coupons, et donc notamment on personnalise les coupons. Coupons, évidemment, dans 80% des cas, et c'est parfait, il va être utilisé en magasin. Et ce que je vais pouvoir faire, c'est un coupon qui vous correspond, que je suis capable potentiellement d'ailleurs de faire financer par des industriels, par des fournisseurs, qui va correspondre aux besoins que vous avez à l'instant T, dans le magasin qui vous convient. Et évidemment, c'est du drive to store, ça vous incite à venir ou à revenir chez Carrefour, mais je dirais qu'aujourd'hui, ce qu'on est capable de faire, c'est du coupon intelligent. Vous n'êtes pas noyé dans les coupons, vous avez un coupon sur votre app qui vous permet au bon moment d'avoir la bonne promotion qui arrive. C'est ça ce qu'on arrive à faire. Avec de l'IA, est-ce que quelque part l'IA est une aide? Alors c'est très à la mode, tu vas me dire IA, mais je crois que c'est vraiment une réalité concrète qui rentre dans une technologie qui rentre dans le groupe Carrefour. Vous l'utilisez, j'imagine. Je peux me tromper. Sur les fiches produits, il doit y avoir un peu d'IA qui doit travailler, mais aussi sur la personnalisation. Bien sûr. Nous, c'est alors l'IA. Quand je suis arrivé chez Carrefour, j'avais une équipe qui était une sorte de data, ça ne portait pas encore le nom, mais on avait repéré et on a commencé à faire venir des ingénieurs, des gens qui sont capables d'utiliser et de faire des algorithmes à partir de cette donnée. Je disais, la force, et là où on a besoin d'IA et on utilise, c'est qu'on a des milliards de transactions, de données. Une transaction, c'est 40 articles sur un client, avec des récurrences, etc. Et donc, on a une matière première pour optimiser, pour personnaliser, qui est absolument incroyable. Donc, chez nous, l'IA, c'est très concret. L'IA, c'est celle qui va calculer que vous avez une probabilité assez forte de venir cette semaine, mais que vous avez aussi une probabilité assez forte que votre panier reste à 30 € et que peut-être je vais vous donner une incentive pour qu'il passe à 40. Ou que ça fait un moment que vous n'avez pas acheté de textile, alors qu'en fait, vous étiez plutôt un bon acheteur de textile, etc. Donc, on a vraiment une capacité là-dessus à personnaliser notre offre qui est assez incroyable, qui est faite par de l'IA. On a aussi de l'IA pour nos propres équipes, je disais, c'est-à-dire que comment je calcule le pricing, la promotion, comment je calcule le forecast, la prévision de vente. La première chose que veulent nos clients, ça paraît simple, mais c'est que le produit soit présent sur l'étagère quand ils vont le chercher. Voilà. Mais ça marche si vous avez une bonne prévision de vente. Et faire une prévision de vente quand vous avez 5000 magasins, des magasins qui ont jusqu'à 20 000, 30 000 produits qui viennent de fournisseurs différents, des effets de saisonnalité, des effets de rupture, etc. Là, quand vous commencez à mettre de l'intelligence, vous avez une meilleure prévision de vente. Et la meilleure prévision de vente, vous passez des meilleurs achats, vous avez des stocks plus fins, etc. Donc on est vraiment la réalité pour moi, c'est que le cœur du retail devient dopé par de la data et de l'IA. Ma conviction, c'est qu'on ne fait que démarrer, que c'est probablement un des champs où on a le plus de gains et de choses à faire dans les années qui viennent. Écoutez, Élodie, merci beaucoup pour ce commentaire. Peut-être qu'on fera
un autre épisode sur l'IA, dédié à l'IA dans quelques temps. En tout cas, merci de nous avoir présenté à la fois ta vision du marché et la façon avec laquelle Carrefour, cette Digital Retail Company, s'engage dans l'ensemble de ces changements. Il y avait encore plein de questions qu'on aurait pu aborder, mais déjà on a fait un bon tour. Merci aussi à Comexposium, au One-to-One Retail e-commerce de Monaco pour le support apporté à cet épisode. Merci à vous tous qui écoutez de façon toujours plus assidue les Digital Doers. Si vous voulez joindre Elodie, je pense que LinkedIn est un exactement, avec plaisir. Un bon moyen de communication. Merci encore Elodie, puis je te dis à très bientôt. Merci, à bientôt.